Undertale a été une très grande inspiration pour moi. Je l'ai découvert dans mes années collège, et aucun autre jeu n'a eu d'impact aussi fort sur moi. C'était la première fois que j'entendais parler de mystères dans des jeux vidéo. Mystères qui m'ont fait peur d'ailleurs. Première fois que j'ai culpabilisé après avoir joué, enfin voilà, vous avez compris. Bon, ça fait un moment que le jeu est sorti, hein. Ça fait 6 ans, et à l'échelle d'internet c'est énorme. Voilà, on a eu les 2 premiers chapitres de Deltarune qui sont sortis. J'en parlerai pas d'ailleurs. Bref, j'ai envie de dire au revoir au jeu, de la meilleure manière possible. C'est pour ça que j'ai créé un iceberg. Mon iceberg d'Undertale. Il y a de l'inspiration. Donc évidemment, toutes mes sources sont en description. On a donc un iceberg assez garni que j'ai écrit en anglais, parce que le jeu est anglais. Je me réfère aussi à la VO, parce que j'aime pas les VF. Voilà. Vous pouvez m'insulter. J'ai mon libre arbitre. J'en ai rien à foutre. Bref, cette intro est déjà beaucoup trop longue. On a du taf. Ok, donc je vous propose qu'on se lance maintenant. Voilà, prenons notre envol vers le ciel. Si je dis le mot Undertale, à quoi est-ce que vous pensez immédiatement? Comme beaucoup, vous me répondrez Sans ou le combat contre Sans, qui est mais tombé dans l'inconscient collectif instant pour sa difficulté. Le combat est très dur. On a vu passer des mèmes de partout. Beaucoup de youtubeurs ont fait des vidéos sur ce combat. Il y en a encore qui sortent d'ailleurs, comme quoi le jeu n'est pas complètement mort. Enfin bref, c'est le boss final de la route génocide, du jeu pour certains. Sans, qui d'habitude te juge à cet endroit pour ton niveau de love. Ici, t'es niveau 19, je veux dire le mec il est pas très content. Bon, on s'attaque à un pilier du jeu. Mais ça va beaucoup être comme ça au début, hein. C'est quand même un iceberg d'Undertale. Mais Kara, c'est la première humaine à être tombée dans l'Underground. Elle aurait sauté volontairement à cause de sa haine contre l'humanité. Elle est donc recueillie par la famille Toriel Asgore Azriel, qui l'élèveront comme leur fille. Elle finira par tomber malade et mourra après avoir demandé à voir les fleurs dorées de son village une dernière fois. Elle a une âme rouge, couleur de la détermination. C'est pour ça que plus Frisk devient puissant dans la route génocide, plus elle influe sur notre comportement, tentant de prendre le contrôle de notre corps. À la fin, Kara brisera le 4ème mur pour nous parler, faire son speech de méchante là, et nous demandera si on veut effacer le monde pour passer au suivant, ce qui va reset le jeu. Ce perso est l'un des plus importants du jeu, si ce n'est le plus important, et c'est pareil, tout le monde le connaît. Les mèmes, les cosplays, tout ça. Je me rappelle aussi avoir passé vraiment des nuits blanches, après avoir découvert des événements du jeu. Horrible. Azriel, gros perso aussi, gros background aussi, underground. C'est le fils de Asgore et Toriel, un enfant adorable, adorant faire des blagues et jouer avec sa meilleure amie. Je disais un peu avant que Kara était morte après avoir dit vouloir retrouver les fleurs dorées de son village. Et ben ça s'arrête pas là, en fait. Azriel, ce brave mec, décide de fusionner son âme avec celle de Kara pour pouvoir passer la barrière et emmener son corps dans son village auprès des siens. Ça c'est un pote. Quand il arrive, il est chassé par les villageois. Je veux dire, tu m'étonnes frère, t'es une chèvre à moitié homme, et tu tiens un enfant mort dans tes bras. Il rentre donc dans l'underground blessé et meurt dans le jardin. Ses cendres s'éparpilleront un peu partout dans la pièce, sur la végétation. Ça pourrait se terminer comme ça, mais Alphys, pour le besoin de ses expérimentations un peu malsaines, elle choisira la première fleur dorée à avoir éclos dans le jardin pour y injecter de la détermination. Le résultat n'étant pas concluant, elle la replante dans le jardin. C'est ainsi que Flowey est né. Disposant des souvenirs d'Azriel, mais aucun de ses sentiments, c'est une fleur, elle n'a pas d'âme, donc pas de sentiments, elles ne fond pas en présence de détermination. Cette faculté va d'ailleurs lui permettre de manipuler les sauvegardes. Azriel, c'est le boss de la fin pacifiste. Malgré ses airs de méchant et tout, on finira quand même par lui faire retrouver la raison, et lui faire un gros câlin là. Fin très émouvante, qui en a fait pleurer plus d'un. Notre cher Gaster.
Bon, vous doutez bien qu'on va y faire plusieurs fois référence dans l'iceberg, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas être très exhaustif pour l'instant. Le docteur W.D. Gaster est le scientifique royal avant Alphys. Leurs principales expériences étaient l'injection de détermination dans les monstres. Le but était de renforcer leurs âmes, et on ne l'a plus revu du jour au lendemain. La fin génocide. Comme son nom l'indique, c'est la fin où le protagoniste tue la totalité des monstres de l'Underground. Beaucoup de changements se font remarquer dans cette fin, notamment le fait que les sauvegardes ne t'affichent que le mot détermination ou alors le nombre de monstres restants à tuer. Les actions incontrôlées, le comportement des personnages que tu croises, bien encore. Donc du jeu naît une ambiance malsaine, croissante, qui va vraiment contraster avec toutes les autres fins du jeu en fait. On croisera donc à la fin Kara, qui détruira le monde avant de fermer le jeu, si on est sur PC, évidemment. Quand on relancera le jeu, tout sera reset complètement, la sauvegarde sera supprimée. Par contre le jeu, il va garder des séquelles de cette fin que vous avez fait. Un trauma, vraiment. Dans la route génocide, après avoir supprimé tous les monstres d'une zone, il y a des combats qui vont se lancer, mais il n'y aura pas de monstres. Il y aura juste ce message. But nobody came. Avec cette musique de fond, assez malsaine. L'annonce du costume Me de Sans, le 5 décembre 2019, ça a eu l'effet d'une bombe. Bon voilà, je pense qu'on a tous gueulé devant notre écran quand on a vu ça. Même si bon, on va quand même bien aimer la voir en vrai personnage, mais bon, on va se contenter de ça, ça va aller. Bon, je vous disais qu'on entendrait encore parler un peu de Gaster dans l'iceberg, et le revoilà. En gros, dans le vrai laboratoire, il y a des écrans qui affichent une sorte de carnet de bord d'Alphys dans ses expériences de détermination sur des monstres. Donc il y en a 21, et il y en a un auquel on ne peut pas accéder, à moins de passer par les fichiers du jeu. C'est vraiment un plaisir, quoi. Et le voici. Je suis très sympa, je vous ai mis les sous-titres. Enfin bref, ça nous fait des infos en plus sur Gaster, je ne développerai pas. Quand on démarre le jeu pour la première fois, si on n'a pas déjà vu tous les let's play de youtubeurs sur Undertale, on découvre Flowey pour la première fois. Il nous dira d'attraper ses pétales. Mais si on les esquive, cette petite fleur sympathique se transformera en visage de démon, nous disant cela. Quand on arrive dans la zone de Snowdin, on est vite chassé par Papyrus, après qu'il ait appris notre existence. On va donc avoir droit à 7 puzzles, dont un labyrinthe électrifié, le Monster Kid World Search, la farce du plat de spaghettis gelé, l'énigme de la neige, les puzzles XO là, le puzzle de dalles multicolores et le Gauntlet of Deadly Terror. Bon, quel est l'intérêt d'utiliser la VO si on ne sait pas parler anglais? Ça va, hein? Je suis désolé, je refuse de dire la symphonie de la mortelle terreur. Non.
j'ai du respect pour le jeu. Je refuse. Temmie est un personnage assez instable. Il est hyper actif, avec une façon un peu chelou de parler, il inverse les majuscules, ils font des incohérences. Il n'y a que Bob qui parle un bon anglais. C'est d'ailleurs vraiment le meilleur gag du jeu pour moi. C'est très drôle. Vraiment très... Mais premier degré. Le perso de Temmie est inspiré par Betty Kwang, une des développeuses du jeu. Le croquis de Temmie a été fait par elle pour représenter au mieux sa propre personnalité. Ça doit être sympa d'avoir ton personnage dans Undertale quand même. Les attaques bleues sont utilisées par plusieurs personnages. On a les chiens, on a les frères squelettes, on a aussi les détecteurs de mouvement dans Hotland et le corps. Ils devaient de base avoir la même couleur que l'âme bleu clair, dont la vertu est la patience. Le bonhomme de neige de Snowdin se trouve à côté du fleuve. Si on lui parle, il nous expliquera que son plus grand rêve, ça a toujours été d'aller voir la surface. Il nous demandera donc de prendre un morceau de sa neige avec nous pour pouvoir l'emmener vers la surface. Ce qui est marrant, c'est que on peut manger sa neige, et ça donne beaucoup d'HP en vrai. Ce qui est encore plus marrant, c'est qu'on peut la manger devant lui. Du coup, il sera terrifié. Alors retournons du côté du True Lab d'Alphys. Bon, vous avez dû remarquer que l'apparence des monstres de cette zone est assez atypique, voire même flippante, si on est bien dans l'ambiance du jeu. Alors ce sont des monstres qui ont été ramenés à la vie par Alphys, grâce à une injection de détermination. C'était aussi un peu une expérience pour voir à quel point étaient puissantes les âmes humaines, notamment la détermination, et voir si ce serait possible de passer la barrière carrément comme ça. Malheureusement, le corps des monstres n'est pas assez massif pour pouvoir supporter toute cette détermination, et donc ils fondent. On a pu d'ailleurs voir ça avec un des monstres qui fondait littéralement devant nous. C'est un combat assez triste quand même. Mais du coup ça donne ça, des espèces de créatures difformes, tristes, sans magie. Alphys les a confinés dans le laboratoire par honte, à cause de la promesse qu'elle a faite à leur famille, comme quoi ils les verront revenir. Tu lances le jeu. La première chose à faire, qu'est-ce que c'est? Bon oui d'accord, c'est appuyer sur la touche entrée. Mais ensuite tu dois choisir le nom qu'incarnera Frisk. Mais du coup il y a tellement d'easter eggs avec les noms, c'est incroyable. Déjà si tu mets le nom de n'importe quel monstre, principal ou secondaire, une boîte de dialogue va s'ouvrir t'empêchant ou non de le choisir. Mais même si tu écris A, le jeu se fout de ta gueule, littéralement. Par contre si tu écris Gaster, le jeu se relance directement. Bon ça c'est un des PNJ que j'aime le plus, surtout pour son foreshadowing, qui est incroyable. Elle apparaît lors d'une route pacifiste ou neutre, avec une fun value entre 80 et 89. Elle est située au sud de la maison de Napstablook, dans la zone de Waterfall. Elle nous parle à chaque fois de la fille de sa voisine, affirmant qu'on s'entendrait bien avec elle. Cependant, si on tue Undyne, elle dit percevoir une perturbation dans l'aura proche, et pense qu'on ferait mieux de ne pas approcher cette fille. L'une des forces d'Undertale, c'est son rapport au timeline, et aussi son quatrième mur qui est constamment brisé. Le jeu peut se souvenir de tes actions. Si tu as fait une route génocide, tu ne peux pas obtenir la vraie fin pacifiste. Si tu fais la génocide 2 fois, certains dialogues vont changer. Notamment celui-là. Flowey se souvient aussi. Ça on l'avait dit tout à l'heure. Du coup quand tu abandonnes une route génocide, il s'en souvient. Donc il va pouvoir se moquer de toi. Il va te traiter de faible pour tes actes passés, avant que Toriel n'arrive, consciente de rien. Bon alors, avis aux fans d'univers alternatif d'Undertale, c'est pas là qu'on va parler d'univers alternatif. Un univers alternatif, qu'est-ce que c'est? En gros, tu prends un élément du jeu, tu le modifies, et voilà. Cet élément, ça peut être le scénario, la personnalité des persos, ou même le concept du jeu en lui-même.
Et donc après avoir modifié cet élément, techniquement, le jeu n'est plus le même. Ça veut dire qu'il faut modifier les designs des personnages, leur personnalité, modifier les lieux aussi, les musiques des fois. Du coup on peut avoir des histoires très émouvantes, et d'autres plus inquiétantes. Oui, j'ai la culture des univers alternatifs d'Undertale. On a même créé un avec un pote, voilà, sur Retail, tu connais. Mais du coup, pas fan. Puis de toute façon on est sur un iceberg d'Undertale ici, donc continuons. Bon, ok, j'avais dit que je ne parlerais pas d'univers alternatif. Mais celui-là, il est trop bien. En gros, imagine, une run génocide normale. Et au lieu que Papyrus s'oppose à Kara, à Snowdin, c'est Sans qui se présente. Il meurt, et donc Papyrus doit faire face à un sentiment de culpabilité qui le ronge de l'intérieur. Il prend donc la place de Sans au moment du jugement, et le combat le plus difficile du monde se lance. J'ai joué au fan game de la fanfiction, et franchement, horrible. J'ai pas réussi à passer la phase 3, hein. Pourtant je bats Sans. No hit. Bref, combat horriblement dur, musique incroyable, mon dieu, c'est pour ça qu'il est là d'ailleurs. Je pense que l'univers alternatif, il a pris de l'ampleur grâce à l'animation de Senior Pello sur son combat. Mais du coup, incroyable. J'ai joué à Undertale pour la première fois il y a quelques années, dans mes 11-12 ans. Il y a des choses qui m'ont fait peur. Et c'est normal, le jeu est creepy de ouf, des fois. Mais je crois que rien ne m'a jamais autant affecté que la Soulless Pacifist Ending. Pour la déclencher, il faut faire une génocide avant une fin pacifiste. Donc tu tomberas sur 7 cinématiques de fin. Oui, j'ai fait la connerie quand j'avais 11 ans, alors que je connaissais pas le jeu, que j'avais peur de tout. J'ai fait une pacifiste après une génocide. Bref, j'ai jamais retrouvé le sommeil depuis. La salle de l'artefact. Elle est accessible dans Waterfall, après avoir résolu l'énigme du piano. Oui, tout le monde sait qu'il faut mettre le parapluie sur la statue, calme-toi, s'il te plaît. Du coup, en rentrant dans la salle, forcément tu vas vouloir prendre la grosse boule. Mais le jeu te dira que tu possèdes trop de chiens. Et du coup, si tu l'enlèves de ton inventaire, bah il va absorber le truc, quoi. Ce qui est fun, c'est que le jeu, il veut vraiment pas que tu laisses cette orbe. Même dans le debug mode, tu ne peux pas la prendre. Le jeu dit, ceci n'est jamais arrivé. Cette porte, qu'est-ce qu'il y a derrière? Pour le savoir, il faut esquiver le nom de tous les donateurs dans les crédits de fin de la route pacifiste. Oui, c'est dur. Vraiment. Mais du coup, elle renferme ça. On voit l'Annoying Dog, un convertisseur de texte prétendant que le chien a programmé le jeu. On se demande qui il représente. Un jeu, probablement Undertale, une corde, un ordi ouvert sur des commentaires méchants que le chien a fait, un puzzle et une balle faite de dog résidiaux. Quand tu veux épargner Undyne, t'es obligé de fuir. Tu prends tes jambes à ton cou là, tu cours vers Outland. Alors à un moment, Undyne se desséchera. Parce que oui, c'est comme un poisson, voilà, rappelons-le. Mais du coup, avouez, on a tous déjà vidé la fontaine devant elle, alors qu'elle était en train de mourir au sol. Tout le monde l'a fait. Enfin bref, tu continues ton chemin, puis quand tu reviendras, bah elle sera plus là. Si tu veux aller chez elle,
Déjà t'es un peu chelou. Mais tu trouveras Papyrus, qui te dira qu'Undyne est très malade, qu'il ne peut pas la voir mais qu'il reste au cas où elle ait besoin d'aide. Ce qui est rassurant, c'est qu'elle a toujours envie de t'éclater. C'est un bon signe vital. Il dit aussi que quelqu'un a dû la ramener parce qu'elle n'était pas en état de bouger. Mais qui? Glide est un monstre caché de la forêt de Snowdin. On le trouve en marchant longtemps devant la porte mystérieuse. Le personnage a été créé grâce au Kickstarter d'Undertale, dont on reparlera plus tard. Pas grand chose à dire de plus, à part qu'il est extrêmement dur à battre, curieusement. Vraiment, j'ai galéré. Tellement désolé, c'est un boss caché qu'on ne peut trouver que le 10 octobre à 20 h. C'est une artiste qui passe son temps à s'excuser, d'où son nom, probablement basé sur un quiproquo parce qu'elle arrive en disant « Je suis tellement désolé ». Ces attaques sont pas volontaires, hein, elle veut juste nous montrer son art en soi. Le perso a aussi été créé grâce au Kickstarter, son apparence étant inspirée du donateur. Mais tu comprends probablement pas ce que je dis, mais j'expliquerai après ce que c'est le Kickstarter, d'accord? Faut être patient. Au début du jeu, Toriel nous accueille. Elle nous explique un peu les bases du jeu. Mais bon, il vient un moment où elle doit partir. Évidemment. Elle te dit de ne pas bouger et d'attendre son retour. Évidemment, c'est ce que tu as fait. Du coup, si tu restes dans la pièce où elle t'a laissé, elle t'appellera toutes les 5 minutes. Au départ, elle te dira que les courses ont pris du temps. Ensuite, elle dira qu'elle s'est fait voler ses ingrédients par un chien. Et ensuite, on entendra juste le chien aboyer au téléphone. Toriel faisant tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas trop se faire humilier par ce chien. Le fait que l'Annoying Dog représente Toby a été officiellement reconnu. Oh, hi. Hi, I'm Toby Fox, creator of Petit fun fact, Undertale. confirmant l'idée du chien qui a codé le jeu dans la Toby's Room. Lors de la sélection de personnages, si on utilise le prénom Frisk, le jeu nous met en garde. Attention, votre vie va devenir un enfer avec ce nom. Continuez. En gros, on peut résumer ce mode par des ennemis plus difficiles et des petits changements dans les dialogues. Aussi la tarte au caramel, elle est remplacée par une tarte d'escargot, parce qu'elle avait plus d'ingrédients. Le mode se termine à la fin des ruines, avec le combat contre Toriel, et l'Annoying Dog arrive, annonçant la fin du mode difficile. S'ensuit un dialogue sans aucun sens entre les deux, puis Chloé arrive. Enfin bref, on se quitte sur cet écran. Le debug mode apporte beaucoup de choses au jeu. Ça peut être des éléments qui ont été retirés, comme des manips hyper cool. Grâce à ça, on peut observer un roux de génocide dans la salle Room-Water-Waterfall Focus. Notre reflet dans les flaques. Cependant, c'est pas Frisk qu'on voit, mais probablement Kara, en vue des couleurs de ses vêtements et du nom du sprite nommé SPR-Karad-0. A l'occasion des 5 ans d'Undertale, Toby Fox, il a organisé un concert privé avec un orchestre entier qui interprète des chansons d'Undertale. Incroyable. Le concert a eu lieu à Tokyo en mai 2019. Entendre un orchestre jouer ces musiques que t'as entendues plein de fois dans le jeu, ça transmet vraiment un sentiment de ouf. Enfin bref, je l'ai écouté environ 52 424 fois et c'est toujours aussi sympa. Toby Fox a toujours été un fan des épisodes de la série Mother. Le mec a même créé une ROM hack d'Halloween sur le jeu tellement il était déter. Les influences de Earthbound sur Undertale sont nombreuses. Je pourrais même pas toutes les citer, la vidéo serait encore plus longue qu'elle ne l'est déjà. Mais bon, Frisk a un vêtement rayé, les deux jeux ont un style de combat à la première personne assez similaire, certaines musiques utilisent des instruments de Earthbound, Papyrus a le symbole de Starman dans la série Mother. Il y en a beaucoup d'autres, vraiment. Bon, c'est la fin du ciel. C'était sympa. Voilà, un peu de nostalgie, petite piqûre de rappel aussi, au cas où vous auriez oublié quelques petites choses. À propos du jeu et de son lore global, bref, j'espère que vous avez bien suivi. On va pas perdre de temps, on va commencer à s'équiper dès maintenant, et nous allons maintenant nous aventurer
sous la surface. Quand on lance une partie, une valeur entre 1 et 100 nous est attribuée aléatoirement. Donc selon le numéro, des événements différents peuvent avoir lieu. Je vais pas argumenter là-dessus, parce que la fun value c'est un des points centraux de l'iceberg, et on aura l'occasion d'en reparler. Vous comprendrez de mieux en mieux, au fur et à mesure. Bon, Sans, on le connaît tous. Voilà, c'est la mascotte du jeu, mais les gens connaissent mal son histoire. Il est, avec Papyrus, le résultat d'une expérience de W.D. Gaster. Il a certes un grand potentiel scientifique, mais n'a pas été scientifique royal, comme certaines rumeurs l'affirment. On en apprend beaucoup plus sur le personnage durant quelques échanges, comme celui du restaurant de l'hôtel de Métatone ou pendant son combat, où il nous en révèle plus sur ses connaissances. Il est au courant de l'existence des timelines. Voilà, du fait que le monde peut être réinitialisé à chaque moment, ce qui effacera ses souvenirs et ceux des autres. Cette idée le déprime au plus haut point. Sa dépression est selon lui peut-être une excuse pour être paresseux. Ce personnage, il est rentré dans l'inconscient collectif d'Undertale directement comme l'image de Gaster. On le trouve dans la salle 269 avec une fun value de 66, qui fait apparaître un couloir entre la salle 94 et 95, comportant une porte grise et renfermant cela. Quand on s'approche jusqu'à le toucher, il se passe ça. Déjà le mec a vraiment une très grosse tête, mais plus sérieusement, même si c'est plus que suggéré, on n'a pas de réelle preuve que ce perso soit Gaster, même s'il a grandement alimenté la hype autour de lui. Officiellement, il y a 3 Gaster followers. On n'a pas beaucoup d'infos sur eux, on sait néanmoins qu'ils ont un rapport avec Gaster. Ils ont l'air d'avoir des informations intéressantes sur lui. Celui-ci affirme que Gaster est un jour tombé dans sa création, le faisant disparaître d'une manière horrible. Celui-là raconte que Gaster a disparu sans laisser de traces, qu'il voyage à travers l'espace et le temps. Il prétend tenir une pièce de lui avant de disparaître, avec le même son que Mystery Man. Celui-là par contre répète à peu près ce qu'a dit le premier, mais il termine en disant « C'est dur de parler de quelqu'un quand on sait qu'il nous écoute ». Ce personnage, à l'effigie de Monster Kid, sans couleur et sans pupille, n'apparaît qu'avec une fun value entre 90 et 100. Il semble terriblement déprimé, fixant l'horizon. Il nous demande d'imaginer un monde où tout est pareil, mais tu n'existes pas. Il conclut en disant que cette pensée le terrifie. Lorsqu'on lui apporte un parapluie, il dit se sentir mieux à propos de tout ça. On peut comprendre une référence indirecte à Gaster dans ce qu'il dit. Ça fait lien avec les Gaster followers, même si personnellement je le considère pas comme un des leurs. La fin pacifiste. Avant de traverser la barrière, vous pourrez revisiter l'Underground, voyant les monstres revivre heureux, en paix. Le jeu semble vraiment différent de ce point de vue. Si vous retournez aux fleurs, l'endroit où vous êtes tombé, vous trouverez Azriel, méditant. Vous pourrez avoir une conversation où il dira que personne ne devrait le voir après tout ce qu'il a fait. Qu'on ne devrait pas non plus s'attarder avec lui. Il dit aussi de faire attention une fois rentré. Comme quoi tous les problèmes ne peuvent pas se régler uniquement en étant gentil. La vie c'est pas si facile. Après ce dialogue, assez émouvant en vrai, il ne dira plus que tu n'as rien de mieux à faire. Et c'est pas la première fois qu'on l'entend. On voit aussi ça avec Omega Flowey quand on perd trop contre lui, et quand on recharge des sauvegardes après l'avoir battu, où il y aura pareil des dialogues avec Flowey qui ne dira plus que tu n'as rien de mieux à faire. Est-ce que vous vous rappelez, dans le laboratoire d'Alphys, on voit qu'on est filmé parce qu'on est affiché sur un grand écran. Et depuis combien de temps Alphys nous suit-elle? Il y a beaucoup de caméras cachées dans l'Underground. Mais quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Et ça, c'est toutes celles qu'on a découvertes. Parce que ça se trouve, il y en a d'autres. Dans cette zone, on peut trouver beaucoup de tas de neige.
Si on les fouille un par un, on finira par trouver 30 gold dans le dernier. Assez sympa. Avec une fun value entre 1 et 39, on est appelé par un mystérieux personnage souhaitant appeler une personne dont le nom commence par G. Bref, il n'y a pas 30 000 personnages avec un prénom qui commence par un G dans Undertale, à part lui. Lors d'une partie d'Undertale, tu finis ta route devant Sans lors de son jugement. Il te parle, t'explique tout, normal. Et lors d'une deuxième route neutre, il sentira que tu as déjà entendu son discours. Pour être sûr, il te donnera un code que tu devras lui redonner lors de ta prochaine partie. Et une fois que ce sera fait, il t'en donnera encore un autre. Il te passera donc entre guillemets la clé parce qu'elle était déjà accrochée à ton trousseau en fait. Bref, on accède à la chambre de Sans. Un gros bordel, assez étrange. Il y a une tornade de déchets, une pile de chaussettes sales, une note disant, selon la VF, tu sais quoi l'intello, je t'ai hound. J'ai pas compris ce que ça veut dire. Bref, what the fuck. Alors ça, c'est un des nombreux trucs assez what the fuck du jeu. On trouve la quiche sur un banc dans une pièce cachée. Et chaque interaction avec est sombre, comme si la quiche était un véritable être vivant avec des sentiments et tout. C'est une référence personnelle de Toby, comme quoi il aurait trouvé dans la vraie vie une quiche sur un banc abandonné. La raison de sa présence ici est sombre par contre, dans le sens où on la comprend pas. Elle aurait été abandonnée par Alphys et Undyne après qu'ils aient créé le puzzle précédent. Le I just wasn't ready for the responsibility aurait été prononcé par Alphys à propos de son futur poste de scientifique royal. Le hot dog est un consommable vendu par Sans dans son stand à Outland. Non, je ne dirais pas calcitaire. La VF est nulle à chier. À ce qui paraît, la saucisse serait une quenouille. Vient d'un monde extérieur. Mais du coup, le second acheté ne sera plus un hot dog, mais un hot cat. Lol. Et du coup, ça fait soit un miaulement, soit un aboiement, selon ce que c'est. Et quand tu remplis ton inventaire, tu peux continuer d'en prendre dans son stand. Ils sont gratuits et s'empilent sur ta tête. Tu peux pas en prendre plus de 30. Et la pile tombera dès que tu bougeras. Pendant le combat contre Metaton, tu as la possibilité d'écrire ce que tu aimes le plus chez Metaton. Bien sûr, il faut écrire jambe, parce que c'est ce qui rapporte le plus de points, 350. Et si tu écris Toby, tu gagnes 300 points. Metaton dit que ça sonne sexy. Petite easter egg en plus, voilà, on n'est pas à ça près. Plusieurs fois dans le jeu, si on retourne un peu sur nos pas, on peut voir Flowey se cacher sous terre, comme s'il se cachait de nous. Mais juste, qu'est-ce qu'il fait là? Le fait qu'on le croise dans toutes les zones, qu'il nous entend, qu'il nous a à l'œil. En fait, le mec nous espionne juste. La première fois que je l'ai vu se cacher alors que je retournais sur mes pas, j'ai sursauté. Le punch card glitch est très intéressant en speedrun. Pour en bénéficier, il faut déjà posséder une punch card achetée au marchand de glace. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu utilises la punch card, il y a quelques frames avant que la carte s'affiche, et donc ton perso peut faire quelques pas. Donc ça va pouvoir permettre de skipper des dialogues, de pouvoir arriver plus loin dans des pièces, grâce au Wrong Warp, grâce au mais bref, je vous invite à aller voir la vidéo de Lowpoke qui l'explique mieux que moi. Elle est en description aussi. Bon, prenons un peu le rôle de ceux qui avancent cette théorie sérieusement. Sans c'est Ness parce que dans son labo, il y a un badge, et c'est le badge de Franklin, caractéristique de Ness. Aussi, Sans c'est un anagramme de Ness, et dans la fin pacifiste, quand ils vont dans le monde des humains, la ville ressemble trop au monde d'Earthbound. Sans dit qu'il veut rentrer chez lui, c'est-à-dire dans le jeu de la série Mother. Il y a aussi une machine sous un drap. En fait, c'est celle de Earthbound. Ness, il est allé dedans, et il s'est transformé en squelette. Oh, et aussi, il y a une photo où Sans a l'air heureux, c'est une ref à la photo dans Earthbound. Et puis aussi, ils se ressemblent. Et je trouve aussi que Papyrus a le même badge que dans Starman. Déjà, il y a un
un argument sur deux qui est hors sujet, parce que ça avance pas la théorie que Sans c'est Ness, ça rajoute juste des éléments en rapport avec Earthbound, et puis, est-ce que j'ai vraiment besoin de me justifier finalement? Bon, je crois que je vais donner autant d'explications que le jeu, quand tu arrives pas à attaquer le mannequin trop de fois. C'est le jeu des mots fléchés du Monster Kid. On remarque que le jeu est insolvable, et je trouve ça assez triste. Si vous connaissez Undertale un minimum, vous savez que les monstres possèdent déjà 6 âmes d'humains. Elles ont des couleurs différentes, et si vous connaissez un petit peu le lore, alors vous savez que leurs couleurs ont des significations. L'âme jaune représente la justice, la violette représente la persévérance, la verte la gentillesse, la bleue l'intégrité, l'orange la bravoure, la bleue claire la patience, et la rouge évidemment la détermination. Venons-en au jeu du golf dans Snowdin. En gros, selon la manière dont tu mets la balle dans le trou, tu obtiens un drapeau différent, ayant la couleur de l'âme correspondant le plus à tes valeurs, accompagné d'un texte te l'expliquant. Par exemple, si tu as bien galéré avant de réussir à la mettre, tu obtiendras un drapeau violet, correspondant à la persévérance. Accompagné du texte, même en vous sentant piégé, vous avez pris des notes et êtes arrivé à la fin de la balle. Dans les ruines, on a une pièce avec à première vue 3 Frogites. Le premier expliquera comment mettre le jeu en plein écran en appuyant sur F4. Ne sachant pas ce que signifie le F, il se demande si cela signifie Frogite, s'étonnant du fait qu'il n'en ait que 3 dans la pièce. Et en fait, il y en a une dans le mur, juste ici. Bon, du coup, on en sait très peu à propos de cette théorie, même si elle est très connue. Sans serait une création due à une expérience de Gaster. Plusieurs hypothèses. Gaster lui aurait injecté de la détermination. C'est d'ailleurs pour ça qu'il saignerait après qu'on lui ait mis son coup fatal. Dans la pièce derrière la maison, on voit une machine sous un drap, supposée être celle ayant fait disparaître Gaster, et des signes dans un livre pouvant s'apparenter à du winding. De plus, dans son thème Song That Might Be Played When You Fight Sans, on en reparlera, il y a le thème de Gaster. Bon, il y a aussi le fait qu'il est hyper puissant bordel, et qu'il puisse se téléporter. Sans parler des Gaster Blaster. Donc s'il n'est pas le résultat de son expérience, Sans a au moins un lien avec Gaster. C'est sûr, en fait. Papyrus est le frère de Sans, donc logiquement produit d'une autre expérience du même type. Cette théorie, elle est donc déjà assez similaire à la précédente. Mais c'est plus logique cette fois. Sans est un squelette. Il a sa propre police d'écriture, contrairement à tous les autres monstres. Il ressent le changement des timelines et la détermination ne le fait pas fondre. Bon, ok, c'est pas officiellement de la détermination. C'est d'ailleurs un des plus grands débats du jeu, mais selon moi, c'en est. Parce que ça paraît le plus logique. Je veux dire, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Le rattachement à l'élément précédent, le fait que Gaster soit le père de Sans et Papyrus, c'est que Sans et Papyrus seraient arrivés à Snowdin du jour au lendemain, sans que personne ne sache d'où ils viennent. C'est-à-dire en soi, de nulle part. Ou autrement dit, de l'expérience de Gaster. Il existe un écran de fin où Sans nous appelle. Il y explique, avec le thème de l'Annoying Dog en fond, que c'est une sorte de message d'erreur, dû à une fin pas prévue par les développeurs. Il dit donc aux joueurs, rip le 4ème mur, de prévenir le développeur, comme quoi il pourrait carrément créer une nouvelle fin. Mais il dira quand même que le plus probable, c'est que le joueur ait juste hack le jeu pour arriver ici. Après quoi il te dira de te casser. Alors petite info gratuite, que vous n'avez sûrement pas remarqué. Avec une fun value entre 56 et 57, la grille de mots du Monster Kid possède ce personnage. Alors vous le savez,
le joueur a un rôle très important dans le jeu. Je veux dire, mec, le 4e mur, il est brisé en permanence. Je pense qu'il n'y a pas de jeu qui a plus détruit le 4e mur que celui-là. Le joueur est surnommé l'anomalie. L'anomalie est celui qui manipule le protagoniste et l'underground, occasionnant paix ou destruction. Même quand le jeu le stoppera, il pourra toujours être capable de modifier les fichiers pour arriver à ce qu'il veut. Il est donc bienveillant en route pacifiste et malveillant en route génocide. Au bout d'une 2e route génocide, Kara s'adressera à l'anomalie. Elle le décrira comme une personne ayant une sentimentalité perverse qu'elle ne peut pas comprendre. Même Kara ne peut pas comprendre l'anomalie après qu'il ait fait une 2e route génocide. Donc souvenez-vous de ça, parce que c'est du langage d'Undertale, et ça va beaucoup nous servir, surtout dans la vidéo suivante. Dans le laboratoire secret de Sans, on peut y trouver une photo. Elle est mal dessinée et représente 3 personnes souriantes. Il y a écrit dessus « Don't forget ». Mais qui sont ces 3 personnages? Et à quoi fait référence ce Don't Forget? Bah du coup c'est encore une référence à Deltarune. Don't Forget est le nom d'une de ses musiques. C'est d'ailleurs celle qui passe en fond. Et les 3 persos du coup, bon, voilà. L'identité du narrateur d'Undertale est assez mystérieuse. Dans la route génocide, Kara explique que la détermination de Frisk l'a réveillé. Ainsi, certains éléments seraient narrés par Kara. Où sont les couteaux? Pas de chocolat? Je déverrouille la chaîne. Ils sont écrits en rouge. Donc voilà, le rapprochement est vite fait, surtout que c'est assez sous-entendu du début à la fin. On peut donc se poser la question. Si Kara est capable de narrer ça en route génocide, pourquoi est-ce qu'elle ne le ferait pas dans les autres routes? Touhou Project est une série de jeux dont la mécanique de combat est très similaire à Undertale. Toby est très fan de cette série de jeux depuis le collège. Enfin bref, il y a des refs. Bon alors, je ne veux pas me faire d'ennemis, d'accord? Je n'ai pas vu Jojo. Je ne regarderai probablement jamais, parce que ça ne m'intéresse pas. Donc logiquement, je n'y connais rien. Voilà, vraiment rien du tout. Moi je connais juste les mêmes, d'accord? Donc s'il y a des choses qui sont fausses, va pas falloir m'insulter, d'accord? Donc ceci dit, le Matt Demi. Ce mec, j'ai l'impression, de ce que j'ai entendu, c'est une usine à Jojo référence. La rencontre avec lui, le fait qu'il dise « fut-il, fut-il, fut-il » beaucoup de fois, qui se traduit en japonais par ça. Le fait qu'il te lance des couteaux. Et il y aurait aussi une Jojo référence derrière les punch cards du vendeur de glace. C'est à vérifier. Déjà, au cas où vous ne le sauriez pas, il existe des peluches d'Undertale. Officielles. Elles sont à l'effigie des personnages d'Undertale, et donc dans ces peluches, des gens qui ont sans doute des problèmes, parce qu'on va pas se mentir, pour ouvrir une peluche, faut y aller. Ils ont trouvé des easter eggs. Par exemple, Sans a une boule de coton rouge, représentant sûrement de la détermination ou du ketchup. Temmie a des Tame Flakes, et Papyrus a un Annoying Dog. Avec une fun value de 65, nous avons 50% de chance d'accéder à cette salle-là. La salle Sound Test est une espèce de menu où on peut sélectionner des musiques à écouter, celles qu'on peut pas entendre dans le jeu, donc des musiques inutilisées. Parmi elles, on a une chanson qui est nommée Gaster Theme. Une fois que tu la mets, tu ne peux plus changer de musique. Et elle s'arrêtera au bout de 20 secondes environ, faisant apparaître le message suivant.
Ok, on va enfin dire ce que c'est le Kickstarter, préparez-vous. Quelques années avant la sortie du jeu, Toby Fox, il avait besoin de thunes. Voilà, c'est un humain, il a besoin d'argent, ça arrive. Il a donc mis en place la campagne de financement participatif pour Undertale, le Kickstarter. En gros, chaque donateur, selon la somme qu'il a versée, bénéficie de privilèges par rapport aux autres. À partir de 10$, le donateur recevait une copie du jeu. À partir de 30$, une copie digitale, son nom intégré dans les crédits de fin du jeu et la bande-son du jeu, avec la chanson complète de Papyrus Cool Song. Et donc ça monte jusqu'à 1000$. 1000$ où le fan troll du donateur est intégré au jeu. Donc au final, ce fan troll était tellement désolé. Muffet et Glide doivent aussi leur place dans le jeu, grâce au Kickstarter. Bon, c'était assez garni, on va dire, pour une première vidéo. Donc on en a fini avec la partie immergée de l'iceberg, mais aussi avec cette vidéo. On n'en a pas fini, hein, l'iceberg. En fait, on vient juste de commencer. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser digérer toutes ces infos, voilà, méditer là-dessus tranquillement. Et en attendant, je vous propose de vous abonner si mon contenu vous plaît. Et si vous ne voulez pas manquer la suite, partagez cette vidéo. Je vais pas pouvoir compter sur l'algorithme YouTube pour l'instant, pour arriver dans les recommandations de quiconque. Donc le meilleur moyen de me soutenir, c'est le bouche à oreille. Bref, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. J'en ai rien à foutre. Et on se retrouve dans une semaine pour la suite de mon iceberg expliqué sur Undertale.